Bonjour. Donc petite intro de 3 minutes. Dans la prochaine vidéo, j'aimerais bien faire un peu de science-fiction et anticiper un petit peu ce qui pourra se passer dans les 5-6 ans à venir sur le plan économique. Jusqu'à maintenant, mes anticipations, elles étaient assez bonnes si vous regardez les anciennes vidéos. Et là, on a beaucoup de matière, donc voilà, j'ai pas mal d'idées. Mais dans cette vidéo, je voudrais parler de la grande démission à la française, c'est-à-dire ce phénomène qu'on voit tous autour de nous, et qui est finalement que les jeunes ne veulent plus bosser, ou en tout cas pas dans les mêmes conditions. Ils ne veulent plus faire un crédit sur 25 ans pour payer leur maison, ils ne veulent plus croire au roman national, et globalement, voilà, ils ont dit, moi j'arrête de jouer, c'est la fin du game. Bon, c'est un phénomène qui a commencé avec le Covid, mais on verra qu'il tire ses origines de 30-40 ans de surexploitation par la génération des boomers de nos générations, c'est-à-dire les gens qui sont nés globalement entre 75 et suffisamment tard pour être arrivés sur le marché du travail avant la crise du Covid. Bon voilà, ça a été un asservissement généralisé de cette génération, une humiliation permanente, un musellement. Et puis globalement, finalement, on a subi énormément d'injustices, en particulier les jeunes diplômés, mais pas seulement, c'est tous les jeunes talentueux, finalement, qui ont beaucoup souffert de cette dictature des boomers. Alors on va faire le bilan du long règne de ces boomers, justement. On va expliquer pourquoi ce règne prend fin. Il va y avoir un transfert de pouvoir, en fait, depuis les boomers vers les générations suivantes. Enfin, on va expliquer pourquoi c'est irréversible, pourquoi cette chute va être absolument terrible pour les boomers, et puis peut-être essayer de donner quelques perspectives pour essayer de ne pas faire comme eux, de ne pas finalement commettre les mêmes erreurs. Bon, mais avant tout, j'aimerais vous appeler à soutenir un petit peu la chaîne. J'ai eu 600 heures de vues sur les 2 derniers mois, et c'est pas suffisant, c'est-à-dire que YouTube considère que finalement, il n'y a pas besoin de mettre la chaîne en avant, et elle n'est pas mise en avant, ce qui explique que finalement, la plupart des gens ne voient même pas mes vidéos, elles ne sont même pas proposées, alors que j'ai des très bons retours, alors que j'ai fait de très très bonnes anticipations économiques en tout cas. Je ne parle pas que d'économie, mais par exemple, si on parle de l'immobilier, moi ça fait 2 ans que j'annonce une crise de l'immobilier, maintenant tout le monde commence à un petit peu à en parler, parce que c'est imminent, mais il y a 2 ans j'étais ridicule, tout le monde se foutait de ma gueule, alors que j'avais raison. Et il y a 5 ans, je parlais déjà de l'injustice et qui était liée finalement à cette émission de crédit vraiment très abondante par les banques centrales. Et il y avait très très peu de gens qui en parlaient. Alors, il y en avait, entre autres, il y avait Jacques de Larroisière, que vous ne connaissez peut-être pas parce que justement personne ne lui a donné la parole, alors que c'est pas un youtubeur à 2 balles, c'est l'ancien président de la Banque de France, et donc qui expliquait effectivement depuis des années que cette planche à billets, elle générait des injustices sociales, elle affaiblissait énormément l'économie, et elle créait énormément d'injustices. Bref. En tout cas, je n'ai pas assez de likes, je n'ai pas assez d'abonnements, je n'ai pas assez de partage sur les réseaux sociaux, et pas assez de commentaires. Les commentaires, c'est important parce qu'il faut des encouragements. Une vidéo, c'est énormément de travail, c'est une nuit de travail, et étant donné que je ne suis pas payé à le faire, j'aimerais bien avoir un petit peu d'encouragement. Donc, je suis pas très loin de pouvoir gagner un peu de thunes, et ce serait pas volé, parce que c'est quand même du travail. Mais pour le moment, je gagne rien. Et puis, ça me permet, les commentaires, d'avoir vos avis, vos idées, pour pouvoir les intégrer quand elles sont bonnes dans mes prochaines vidéos. Et puis, éventuellement, d'avoir des données sourcées si vous en avez, si vous connaissez bien un domaine particulier et qui ne fait pas partie de mes domaines de compétences. Donc voilà, je vous invite à soutenir un petit peu la chaîne quand même. Bon, d'abord, il faut évidemment définir ce que j'entends par boomer. Je ne parle pas de l'ancien ouvrier smicard qui travaillait à l'usine. Je parle d'une génération, d'une mentalité. Il y a même des jeunes boomers. Macron, par exemple, c'est un boomer dans sa manière de penser. Mais bon, c'est une génération qui globalement a reçu un pays dans un état de santé excellent et qui l'a complètement bousillé. On peut intégrer aussi à ces boomers les élites, c'est-à-dire ces gens qui ont fait des grandes écoles et qui sont finalement des fils ou des filles à papa parisiens, qui ont obtenu des postes de cadre supérieurs dans lesquels ils ont eu une action hyper déterminante pour la société et généralement négative, par du réseau et sans aucune compétence. Bon, pareil, quand je parle des jeunes, je n'intègre pas parmi ces jeunes tous les cas sociaux subventionnés par l'État pour acheter la paix sociale.
Ceux-là, on verra ils seront peut-être dans la pire des situations après cette chute des boomers. Non, non, je parle des jeunes qui ont lutté, qui ont travaillé, qui ont étudié pour la plupart. Et ne venez pas stéréotyper, droitiser mon propos, ce sont des jeunes de toutes les origines. C'est-à-dire que je considère que parmi les gens de la prochaine génération, il y aura des intellectuels qui sont issus de l'immigration. Bon, en tout cas, ces boomers et ces jeunes, ils se distinguent par deux directions différentes dans l'évolution de l'espèce. Là, je vais revenir un petit peu à du darwinisme social. En gros, un groupe d'individus qui est soumis à des contraintes évolue, il devient plus fort, et un groupe d'individus qui vit dans la facilité dégénère, c'est-à-dire il perd la capacité de survivre dans un environnement qui serait légèrement plus contraignant, dans lequel on va. Et donc en fait, les boomers ont dégénéré pendant 40 ans. On peut même parler d'une certaine consanguinité de la pensée en ce qui concerne les élites parisiennes qui discutent entre elles, décident entre elles et travaillent entre elles et se reproduisent entre elles. Et les jeunes, de leur côté, ont évolué pendant 40 ans et donc sont devenus finalement beaucoup plus performants. Alors ça n'est pas visible, ils sont encore l'objet d'un mépris incroyable, mais dans pas longtemps, je pense que ça va paraître au grand jour. Je pense qu'effectivement, nous avons un niveau de formation qui reste de bon, qui reste oui pour l'élite, bon. Oui pour l'élite. Mais... Donc par exemple, tous les youtubeurs chez qui moi je vais chercher, et je pense que vous aussi, des informations pertinentes, sont des gens qui ont été exclus des grandes entreprises, exclus du système de production idéologique nationale, parce que ils n'avaient pas le bon réseau, ils n'avaient pas les bons copains, parce qu'ils n'avaient pas le bon diplôme. Quand je dis pas le bon diplôme, c'est pas qu'ils avaient un diplôme qui n'était pas bon, c'est que leur diplôme, ça n'est pas celui qui est validé par les copains du fils à papa parisien qui a fait Centrale ou Normal Sup, bref. Et c'est des gens qui ne se sont pas laissés faire et qui ont finalement quand même pris la parole, qui ont fait du travail. Si je prends par exemple le cas simplement de Osons Causer, peut-être que c'est des copains qui sont dans un appartement et qui donc ne sont pas journalistes chez TF1, mais finalement le travail de journalisme qu'ils font, il est meilleur que tous les journalistes de TF1, M6, Arte, France 2, France 3 réunis, et leurs filiales. Donc voilà, et puis ma logique elle s'étend à des millions de jeunes du quotidien dont la parole est complètement bridée, qui sont exclus du débat et qui sont exclus de la créativité, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, par exemple s'ils ont une idée d'entreprise, ils ne peuvent pas la créer parce qu'ils n'ont pas accès à l'investissement, ça encore une fois c'est la faute des boomers, ou qui sont en sous-emploi et donc qui n'ont aucune responsabilité dans l'entreprise et qui ne sont pas capables de l'orienter dans la direction où ils voudraient. Donc, parmi les outils utilisés par les boomers pour asseoir leur domination sur les jeunes, il y a l'outil monétaire, l'injustice monétaire, qu'elle soit consciente ou inconsciente d'ailleurs. Donc globalement, les boomers sont responsables d'avoir laissé se mettre en place un système de création monétaire par le crédit, par injection de fausses monnaies, n'ayons pas peur des mots, qui leur était bénéficiaire et qui était payé par les jeunes. Donc, parmi les conséquences de cette injustice monétaire, on ne va pas y revenir, mais on a l'augmentation artificielle des prix de l'immobilier et de la bourse, donc qui provoque des biens immobiliers beaucoup plus chers à l'achat pour les jeunes, et des loyers plus chers par dévaluation sectorielle de la monnaie, donc un transfert de richesse des jeunes vers les vieux sans travail. Alors une deuxième conséquence de cette création monétaire quasi illimitée, ça a été le financement presque illimité de l'État qui lui a permis de faire du clientélisme, quel que soit le parti d'ailleurs. Alors, avec création de corporations, de fonctionnaires hyper puissantes qui avaient des petits avantages que n'avaient pas les autres, ce qui a créé des tensions dans le pays, mais surtout augmentation du poids de l'administration, avec des lois tous les 15 jours pour normaliser tout et n'importe quoi. Il y a un CERFA pour tout. Et finalement, ce qui est marrant, c'est que ces 68 arts qui nous parlaient de liberté ont créé le pays dans lequel il y a le moins de liberté, le plus de sécurité, et tout est absolument normalisé. Un autre élément, ça a été le maquillage par l'État de la misère sociale et des inégalités avec un RSA, APL, les aides pour les agriculteurs, qui finalement ont acheté la paix sociale, mais à un prix pour le peuple qui n'est pas acceptable, c'est-à-dire la perte de dignité et de pouvoir. La troisième conséquence de cette création monétaire abondante, ça a été l'entretien artificiel des business des boomers, business généralement inefficaces, voire contre-productifs, parce que ils avaient accès à l'investissement
Et finalement, ils ont entretenu des entreprises qui coûtaient vraiment très cher en termes de travail et qui ne produisaient pas grand-chose. Alors, parmi les exemples qu'on peut citer, c'est les chaînes de télévision de merde qui produisent finalement une télé de très mauvaise qualité, mais financée indirectement par l'État. Ou encore la politique agricole commune, qui a poussé tous les agriculteurs à s'acheter des gros tracteurs, à faire une économie basée sur une agriculture basée sur les pesticides, les engrais, et à s'endetter à hauteur de 600 000 euros, alors qu'il y avait d'autres solutions qui étaient proposées, peut-être plus intelligentes et moins chères, qu'on aurait été obligé d'appliquer si on n'avait pas eu ce financement illimité. On aurait été obligé de produire finalement de l'intelligence. Un autre exemple, mais il y en a des milliers, ça va être les entreprises de formation pour tout et n'importe quoi. Il y a même des entreprises dont le but est de former à s'asseoir sur une chaise pour pas avoir mal au dos. Alors c'est bien, mais bon, ça aurait été fait avec une vidéo YouTube si on avait cette contrainte budgétaire qui nous forçait finalement à revenir à la réalité et à pas dépenser tout et n'importe quoi. Bon, globalement, cette injection monétaire par le crédit, elle a permis aux gros entrepreneurs et finalement aux riches d'avoir accès à toute la capacité d'investissement pour leurs projets totalement inefficaces et idiots. Et ça a asséché la capacité d'investissement des jeunes et de tous ceux qui ne faisaient pas partie de la nomenclatura. Donc en plus d'être préjudiciable à ceux qui n'ont pas accès au crédit, cette planche à billets illimitée, elle a été payée par les jeunes via l'inflation. Alors on le sait, l'inflation, ça n'a pas commencé l'année dernière, il y a 2 ans, elle est sectorielle, elle a d'abord touché l'immobilier et la bourse, mais surtout, elle a été compensée pendant des décennies par la déflation. Et pourquoi il y avait une déflation? Eh ben, c'était à cause de la mondialisation. Et là, on va rentrer dans le deuxième grand sujet d'injustice que nous ont fait les boomers, c'est d'avoir laissé le pays s'exposer à beaucoup plus que les autres pays, à une mondialisation effrénée et finalement sans préservatif. Alors, il y a des gagnants de la mondialisation, il y a les boomers, il y a l'élite, et puis il y a quelques jeunes qui se sont bien orientés, qui ont d'ailleurs servi d'exemple pour dire que les autres étaient des imbéciles parce qu'ils ne s'étaient pas bien orientés. Je peux prendre par exemple le cas des informaticiens. Alors effectivement, les informaticiens, ils ont bien choisi leur filière, ils s'en sortent bien, et tant mieux pour eux. Simplement, l'argument selon lequel nous on ne s'est pas bien orienté, il n'est pas recevable, parce que les filières qu'on a suivies, ce sont des filières qui ont été créées, des filières d'enseignement qui ont été créées par les boomers, et en plus de ça, on ne les exploite pas jusqu'au bout, parce que justement, on ne nous laisse pas créer de richesse avec. Et puis enfin, de toute façon, l'informaticien qui se retrouvera très rapidement dans un pays complètement ruiné à cause de cette mondialisation, eh ben, finalement, il aura été gagnant, mais à court terme. Alors, pourquoi les boomers et les élites sont gagnantes? Les élites, parce qu'elles ont pu faire du commerce international, donc acheter des produits pas chers, aller en Chine, etc., pour les revendre aux Français qui avaient de l'épargne et s'enrichir sur le dos de l'industrie. Et les boomers, parce que justement, ils avaient accès à ces produits pas chers venus de Chine. Simplement, évidemment, ça avait un prix. Et ce prix, c'est que les Chinois nous ont exporté des produits pas chers en échange de l'importation de nos usines. Ça a complètement flingué l'industrie française en particulier. Un peu moins l'industrie allemande, bon, il y a d'autres raisons à ça, mais bon, l'industrie française, c'est une catastrophe. Et c'était un coup stratégique brillant de la part des Chinois. À l'inverse, nos élites, donc en dégénérescence, n'ont même pas remarqué qu'elles se faisaient arnaquer dans leur dogmatisme scolaire ultralibéral. Alors évidemment, la chute de l'industrie, qui c'est qui la paye en première ligne? Ce sont les jeunes qui trouvent beaucoup moins de travail. Ça a donné un chômage très important pendant des années chez les jeunes. Il faut bien savoir que le chômage touche principalement les jeunes. Quand on a des plans sociaux dans une grande entreprise, c'est jamais des licenciements de gens qui sont au bord de la retraite, parce que c'est beaucoup trop cher. Non, ce sont des non-remplacements de départ à la retraite. Donc qui c'est qui paye? Ce sont les jeunes qui sortent de leur formation et qui ne peuvent pas intégrer finalement cette entreprise. Le boomer, lui, la crise, il la vit dans son canapé en regardant le JT de TF1, alors que le jeune, ça fait 20 ans qu'il est déjà en crise économique. Une autre conséquence très importante et très négative de cette mondialisation tous azimuts, ça a été l'immigration de masse. Alors, j'ai rien contre l'immigration, mais l'immigration, elle est payée par les jeunes
elle appauvrit les jeunes et elle est au bénéfice toujours des riches et des vieux. Y compris d'ailleurs l'immigration choisie. Quand on nous dit, bah oui, on va faire venir des gens qui sont l'élite de l'élite et qui ont déjà un très bon parcours universitaire et qui vont devenir des cadres supérieurs, ils le deviennent au détriment de jeunes qui sont formés en France et qui peut-être sont peut-être moins bons, tout simplement parce qu'ils sont mis en concurrence avec les meilleurs étudiants du monde entier. Bon, mais globalement, de toute façon, l'immigration de masse, ça fait plus de concurrence pour l'emploi, pour les travailleurs, et plus de concurrence pour les logements. Et puis, un autre élément de cette mondialisation tous azimuts et de cet ultralibéralisme, ça a été la perte de souveraineté. Alors, perte de souveraineté politique par transfert du pouvoir à l'Union européenne, perte de souveraineté industrielle par transfert de technologie aux USA, à la Chine, sans aucune protection. En sachant, voilà, la Chine, elle vient acheter des forêts, elle vient acheter des châteaux, les Russes qui achètent de l'immobilier à Cannes, alors là, on les a saisis. Mais bon, pendant des années, ils pouvaient acheter des biens immobiliers alors que leur argent venait bien souvent de fonds relativement douteux. Il faut savoir que dans la plupart des pays du monde, il y a des protections vis-à-vis des investissements étrangers, c'est-à-dire qu'on peut investir, mais en étant partenaire d'un résident local, et donc un résident qui a 50% des parts. Ça évite que les gens achètent tout et n'importe quoi, et qu'on se retrouve plus propriétaire de notre pays. Bon, ben là, on va arriver vers une grande crise économique. On a déjà vendu la moitié des bijoux de famille. Qu'est-ce qu'on va finir par vendre? On va finir par vendre nos dernières technologies, et puis nos châteaux. Alors on va réussir à payer les retraites avec voilà, les châteaux qu'on aura vendus, mais le problème c'est qu'après, on n'aura plus de châteaux. Alors comment on peut expliquer ce comportement associable, égoïste et finalement idiot de cette génération de 68ards et boomers? Eh ben, d'abord, ils ont hérité d'un pays très riche qui sortait des Trente Glorieuses avec une classe moyenne puissante, ce qui était finalement une sorte d'anomalie dans l'histoire. Et en plus de ça, ils ont hérité de leurs parents relativement jeunes, donc ils ont eu une facilité économique toute leur vie. Hein, on l'a dit, ça entraîne dégénérescence, donc une paresse intellectuelle, parce que finalement ils sont très très forts pour donner des leçons, mais il n'y a pas beaucoup d'esprit, même chez leurs intellectuels, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas vraiment de contenu, tout est finalement basé sur la condescendance. On le voit en particulier avec leur art, c'est complètement du bluff. C'est-à-dire que c'est vraiment l'illustration du vide intérieur, c'est l'empereur nu. Et ça, c'est... Putain, attention, touche pas, c'est un monochrome de Whiteman. Oh. Une fortune, ça. Ah oui, c'est un tableau, quoi. Ouais. Le mec, il a peint l'Alaska, il est un peu... Cette paresse intellectuelle, elle a une autre conséquence, c'est une culture politique extrêmement pauvre, qui va être un gros problème en démocratie, puisque le peuple est censé être souverain. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a laissé sa souveraineté à l'Union européenne, sans même s'en rendre compte. Et puis, ça nous donne des débats politiques d'une grande pauvreté et redondants. De toute façon, on peut classer en France les partis politiques de la gauche à la droite sur une ligne. Donc c'est un système binaire. Hein. En mathématiques, c'est le système le plus simpliste qui puisse exister. On ne peut pas diriger un pays avec ça. Et ça fait pourtant 40 ans qu'on le fait. Bon, chaque année, on va se retrouver avec les mêmes polémiques. En été, c'est la polémique du Burkini. Un peu plus tard, on nous parle du coût du travail qui est trop élevé. Puis après, ce sont les actionnaires qui ne sont pas assez taxés. Et puis voilà, c'est toujours pareil pendant 30 ans. Le pays est extrêmement divisé, hein, entre les immigrés et les natifs, les fonctionnaires, le privé, les travailleurs, les actionnaires, la ville, la campagne. Et puis finalement, il n'y a aucune unité. Et évidemment, sans unité, il ne peut pas y avoir de construction. Alors, cet égoïsme et ces divisions, elles sont expliquées, selon moi, par l'abandon de la religion catholique. Je ne suis pas en train de faire la promotion de la religion catholique, je suis musulman. Mais quelle que soit sa croyance, ou même si on est athée, on est capable de comprendre que quand il y avait l'idée d'un Dieu unique, et dont tout le monde était issu, ben finalement, tous les gens étaient semblables, ils étaient des frères et sœurs, et puis ce qui comptait, ce n'était pas l'individu, la seule chose qui comptait, c'était bien finalement l'écrasante présence de Dieu par rapport à la petitesse de l'individu. Bon, et puis, les boomers et les 68ards ayant généralisé l'athéisme, eh ben, ils ont immédiatement inventé l'individualisme qui allait avec, et donc les divisions et l'égoïsme qui sont liés à cet individualisme. C'est moi qui compte.
Ce qui compte, c'est la jouissance, c'est la société de l'immédiat, et la libération sexuelle. Et finalement, je peux faire un crédit à la consommation à l'échelle nationale et le faire payer par la génération suivante. Ça n'a aucune importance à partir du moment où moi je consomme. D'après moi, le déluge. Ils sont allés jusqu'à inventer un nouveau finalement mythe du paradis dans lequel on serait tous allongés dans la pelouse à lire des livres servis par des robots et où il n'y aurait plus de travail, on serait tous en col blanc. Et puis il y aurait des écoles partout, et puis on aurait fermé toutes les prisons. Alors, c'est formidable, hein, finalement, le travail était un truc du passé, et c'est ça qui a légitimé, sur le plan doctrinal, le fait qu'on laisse le pays être totalement désindustrialisé. Le problème, on entendait même un des arguments des boomers, finalement, les boomers vivaient pour leur retraite en pensant, je sais pas, peut-être qu'ils allaient rester jeunes, que la médecine allait leur donner la vie éternelle, et qu'ils allaient pouvoir comme ça jouir de leur retraite pendant que nous on bosserait. Hein, on entend cet argument beaucoup chez les boomers. Moi, j'ai travaillé toute ma vie, et maintenant j'ai le droit de profiter de ma retraite. Mais on a envie de répondre par une autre question, c'est est-ce que c'est si extraordinaire que ça d'avoir travaillé toute sa vie pour un être humain sur cette terre, partout dans le monde d'ailleurs, et depuis la naissance de l'humanité, les humains travaillent toute leur vie. Les vieux n'arrêtent jamais de travailler, ils participent à la formation des jeunes, ils participent à la garde des enfants, ils ne sont pas en train de faire des croisières et aller visiter les pyramides en Égypte avec l'argent d'héritage de leurs parents, pendant que les jeunes sont en train de galérer. Bon, et puis de toute façon, ce paradis terrestre, malheureusement, il n'existe pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a tout désindustrialisé, c'est une catastrophe. C'est très bien de croire qu'on va être servi par des robots allongés dans la pelouse, mais si on n'investit pas dans les robots, on n'a pas de robots. Et puis, quand on a fermé toutes les écoles, toutes les prisons au profit des écoles, on a une explosion de la criminalité. Donc pourquoi je dis que c'est une fin de règne pour ces boomers ? Parce qu'après des décennies de mépris des jeunes, de vol, de destruction de leur avenir, après avoir donné aussi l'exemple de leur propre vie, qui font franchement pas rêver, c'est-à-dire que effectivement c'est la société de la jouissance et de la consommation qui nous ont vendus, mais le problème c'est que nous on les a vus et ils sont pas heureux, c'est pas vrai, on le sait. Donc finalement, nous on veut même pas consommer. Consommer pourquoi ? Donc si tu veux pas consommer, tu veux pas travailler. Il n'y a aucune légitimité idéologique. Finalement, après ces décennies de difficultés pour les jeunes démissionnent. Ils ne veulent plus consommer, ils ne veulent plus travailler, ils ne veulent plus faire leur crédit immobilier sur 25-30 ans pour alimenter l'enrichissement des vieux. Et ça pose un très gros problème pour les boomers. D'abord, ils ont besoin de travailleurs pour s'occuper d'eux. Normalement, quand les travailleurs ne veulent plus travailler, qu'est-ce qu'on fait pour les mater ? On fait augmenter le taux de chômage. Sauf que là, avec le Covid et les confinements, la démission a été tellement massive et générale qu'il y a une grosse tension sur le marché du travail. Donc en gros, si un jeune a un boulot qui ne lui plaît pas, il change et puis il va retrouver un autre. Même si tu réduis les allocations chômage, ça ne fonctionne pas. Parce que ce qu'il veut, lui, c'est du temps libre et il veut prendre un bouquin et lire entre deux emplois. Donc si tu veux, il arrête son boulot et puis au lieu de chercher immédiatement un autre boulot, il prend des livres et puis pendant un mois, il lit. Comme il ne consomme pas, ça ne lui coûte pas grand-chose. Et puis dans un mois, il retrouve du travail parce qu'il y a une grosse tension sur le marché du travail. Donc tu as beau avoir réduit les allocations chômage, ça ne sert à rien. Il ne veut plus bosser. Ce qu'on peut faire aussi habituellement pour mater les travailleurs feignants, c'est qu'on importe des travailleurs étrangers en grande quantité. Sauf qu'à force, après avoir parlé pendant 30 ans des musulmans qui sont le problème principal dans l'économie et le problème principal du pays, c'est difficile de dire on va importer 2 millions de travailleurs musulmans pour qu'ils puissent travailler à la place des gens qui veulent plus bosser pour servir les vieux. De plus, après avoir complètement désindustrialisé le pays, il est beaucoup moins attractif pour finalement faire venir des immigrés, ou en tout cas des immigrés qui auraient une qualité marchande intéressante. Voilà. Tout ça, ça mène à quoi ? Ça mène à une baisse de la productivité qui mène à une augmentation de l'inflation. Donc je ne vous fais pas un schéma, vous avez bien compris, après ainsi de suite, ça alimente la crise. Bon, mais dans cette crise, le salarié, le travailleur, il est pas trop embêté, parce qu'il pourra toujours vendre son salaire, on ne peut pas lui baisser son salaire, déjà il ne veut pas bosser. Alors on ne peut pas augmenter son salaire non plus, parce que l'économie du pays ne le permet pas, mais en tout cas on ne va pas lui demander de baisser son salaire, parce qu'il bossera encore moins.
Par contre, une fois qu'on a désolvabilisé complètement l'État et qu'on l'a complètement endetté et qu'on est en train d'augmenter les taux, bah, qu'est-ce qu'il va faire l'État? Qu'est-ce qu'il va être obligé de faire? Il va être obligé de réduire les retraites. Pour le moment, Macron a augmenté les retraites de 4%. On se demande d'ailleurs pourquoi privilégier les boomers qui sont quand même la partie de la population la plus riche du pays. Mais ce qui est certain, c'est que ça ne va pas durer parce que ce n'est pas économiquement tenable. On peut même dire qu'en temps normal, la BCE, la Banque centrale, donc, aurait fait une forte augmentation de taux pour générer une grosse récession, puis remettre tout le monde au boulot. Sauf que, en fait, si elle fait ça, effectivement, ça va remettre les gens au boulot. Mais ça va aussi faire une très grosse baisse de la valeur des actifs des boomers qui sont appuyés sur du crédit. Donc, quand on augmente les taux, ça fait effondrer tous ces actifs-là, en particulier l'immobilier, la bourse, et finalement, la facture va être payée par les retraités et les boomers. Qui c'est qui sort gagnant de ce système-là sont les jeunes qui ne sont pas endettés et qui sont capables de fournir une force de travail, donc qui ont un cerveau et des mains. Et donc du coup, il y a une prise de pouvoir des jeunes aux boomers et qui est totalement irréversible. Alors juste pour terminer, je dirais que ce phénomène-là va avoir lieu. Maintenant, il va falloir quand même être sympa avec les vieux. Il ne faudra pas être comme eux, il faudra s'occuper d'eux, même si ça va coûter très cher, ils vont vivre longtemps, il faudra changer leurs couches et il faudra travailler pour eux. Pourquoi? Parce que si on fait la même erreur qu'eux, eux, finalement, ils sont punis. Pourquoi? C'est eux qui ont inventé l'individualisme, c'est eux qui ont mis leurs parents, en EHPAD. Bah, si on fait la même chose, bah, vous pouvez être sûr que quand on sera vieux, il nous arrivera la même chose.